merci de m'accueillir. Donc, rebelote. Donc, je m'appelle Brice Nadin. Je suis l'auteur d'un roman qui s'appelle Les Étoiles d'Orion, qui a été publié tout récemment. Donc, c'est mon premier roman d'abord. Première publication, première auto-édition chez Libré Nova. Et ça remonte en fait à septembre 2019. C'est assez récent en fait, même si évidemment pour l'écrire j'ai mis énormément de temps, puisque en fait c'était une première pour moi. Et donc pour faire un petit peu la genèse de ce projet avant de me présenter personnellement, parce que je vais commencer par ça aussi, c'est un roman que j'ai mis 8 ans à écrire. Voilà. En sachant que la première période d'écriture a été assez longue. C'était un hobby, hein, comme la plupart des primo-romanciers, ou la plupart des auteurs qui sont en auto-édition. J'écris pour le plaisir. Donc je ne suis absolument pas un professionnel de l'édition. Aujourd'hui, pour moi, ce qui compte, c'est prendre mon pied au travers de l'écriture, apprendre des choses, découvrir des univers et les faire partager. Et donc à partir de là, j'en ai fait un hobby, d'abord pendant les week-ends et pendant les vacances. Et puis depuis 3 ans, ça s'est vraiment intensifié avec un projet qui me tenait à cœur dans son aboutissement. Et puis ça a donné ce livre qui existe aujourd'hui. Donc Les Étoiles d'Orion, que vous voyez à l'envers. Alors ceux qui sont connectés, que je reconnais, que je salue, ils ont déjà lu. Pour les autres, en fait, Les Étoiles d'Orion, c'est mon bébé. Et donc, il est en vente chez Libré Nova et donc sur toutes les librairies en ligne depuis septembre 2019 maintenant. Alors, pour vous dire un petit peu d'abord qui je suis, on va commencer par le commencement, puis ça laissera comme ça à ceux qui veulent se connecter le temps d'arriver. Donc moi en fait j'ai 52 ans, j'habite en région parisienne, donc dans une ville qui s'appelle Saint-Leu-la-Forêt, donc à 20 minutes de Paris, on est sur les coteaux et les forêts de Montmorency. Je suis en fait je suis marié, je suis père de 3 enfants et de profession en fait, donc je ne suis pas du tout écrivain, je suis consultant en nouvelles technologies. Donc mon métier aujourd'hui c'est de faire des applications mobiles. Donc, je suis ce qu'on appelle un consultant en digital. Je travaille plus particulièrement sur les applications santé, donc des applis mobiles qui permettent à différentes personnes de prendre soin d'eux-mêmes, de leur santé, de vérifier leur poids, de vérifier leur état de forme, de contrôler leur taux de glycémie pour le diabète, de prendre le contrôle de leur cholestérol et des choses comme ça. Donc en fait, c'est une activité qui m'occupe à plein temps, donc je lis aujourd'hui. Donc je n'ai pas besoin en fait d'écrire pour gagner ma vie. Donc ça c'est plutôt un avantage puisque ça me permet en fait vraiment de me concentrer sur ma passion et de ne pas en attendre un revenu financier important pour pouvoir en vivre tout simplement. Voilà. Pour moi ça reste l'écriture, ça reste une passion, ça reste un hobby. Et comme je le disais, donc en fait pour écrire Les Étoiles d'Orion, c'est un projet que j'ai commencé il y a 8 ans. Aujourd'hui, pendant les 2 dernières années, en fait, j'ai écrit à peu près pendant 2 années tous les soirs pour pouvoir le mener à bien. Donc c'est un roman qui est sorti donc, sur Libré Nova en septembre maintenant, qui marche tout à fait bien. Je suis très très surpris par la tournure que les choses prennent, puisque en fait je pensais au départ que j'allais vraiment avoir une audience confidentielle, c'est-à-dire grosso modo ma famille évidemment, et puis mes amis. Mais en fait, je suis lu bien au-delà de mon cercle familial actuel. Aujourd'hui, j'ai des lecteurs un peu partout en France. Donc, je me fais connaître via Facebook évidemment. Donc j'ai une page dédiée sur Facebook qui s'appelle Les Étoiles d'Orion. Et aujourd'hui dessus j'ai à peu près 1000 personnes qui me suivent. Donc, je suis vraiment ébahi par le niveau. Alors, merci Annick de nous rejoindre. Donc, pourquoi je me suis lancé dans l'écriture? Par passion, parce que j'avais des choses à dire, que je voulais dire d'une façon originale. Et le roman, pour ça, se présente tout à fait comme étant un moyen de pouvoir dire les choses un petit peu telles qu'on a envie de les dire. Alors, évidemment, il y a l'aspect roman historique.
d'où vient l'inspiration en fait? Pourquoi ça s'appelle Les Étoiles d'Orion d'abord? Donc c'est un roman historique qui se passe au XIe siècle, qui met en scène des moines clunisiens. Donc on est à l'abbaye de Cluny, donc en 1095, donc à la veille de à la veille de la première croisade. Et en fait, ces gens-là, à l'époque, ce sont des moines qui rassemblent l'essentiel du savoir de l'époque. Au Moyen Âge, ce sont les moines qui possèdent le savoir et qui le dispensent. Et c'est à l'intérieur du monastère que tout se passe. Et Cluny, à la veille de la première croisade, c'est aujourd'hui le centre politique important. À l'époque, on ne parle pas encore de France, on parle du royaume des Francs, on parle de Francie. Et oui, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et donc, en fait, ce sont ces moines qui vont, au travers du scriptorium et de leurs travaux d'écriture, vont dispenser le savoir. Donc, pourquoi ça s'appelle les Étoiles d'Orion? Tout simplement parce que dans les pratiques de l'époque, donc le septivium, c'est les 7 arts qui étaient dispensés, qui étaient appris par les moines et dispensés par les moines dans les monastères. On retrouve l'astronomie, donc il y avait à la fois l'arithmétique, il y avait la géométrie, il y avait les lettres, évidemment, à l'époque ils parlaient en latin dans les monastères, et ces moines-là, c'était des moines astronomes, donc ils savaient lire la carte du ciel, et la constellation d'Orion, en fait, qu'on retrouve sur la couverture du roman. Donc c'est la triade particulière qu'on appelle les 3 rois d'Orion, permettent en fait de pouvoir retrouver l'ensemble de la constellation du ciel, l'ensemble des constellations voisines du ciel, à partir de ces étoiles. Notamment à partir des 3 étoiles d'Orion, on va retrouver Sirius dans la constellation du Grand Chien, et puis on va retrouver de l'autre côté Aldébaran dans la constellation du Taureau. Et donc d'ailleurs j'en fais des chapitres intéressants, enfin un chapitre dans le roman où le héros, donc Joachim, qui est un moine novice, va expliquer à Alix, qui est la fille du Seigneur dont il est amoureux, les constellations à partir de cette triade-là. Alors, avez-vous des rituels d'écriture, me demande-t-on? Alors oui, en fait, j'écris le soir, moi principalement. J'attends que le tumulte du travail se soit calmé pour évidemment pouvoir me concentrer sur les travaux d'écriture. C'est énormément de documentation. Bonjour Laure, bienvenue dans ce live. Donc en fait, les rituels d'écriture, ils sont très simples, c'est beaucoup de documentation. Donc, comme la plupart des auteurs, évidemment, aujourd'hui tout se passe sur Internet, sur la partie roman historique. C'est très important. Et puis, c'est surtout aussi se déplacer. Donc, les Étoiles d'Orion, ça se passe en Bourgogne, donc dans la région du Mâconnais. À l'époque, c'est ce qu'on appelait le comté de Mâcon. Donc, c'est à la fois, c'est vraiment la Bourgogne du Sud, c'est-à-dire c'est la région qui est limitrophe entre le Mâconnais et le Beaujolais. Donc, où on retrouve des lieux historiques comme Cluny, donc la ville de Cluny qui est là-bas, la ville de Mâcon, mais également la roche de Solutré et la roche de Vergisson, pour ceux qui connaissent cette magnifique région que j'ai découvert en m'y rendant plusieurs fois, puisque effectivement c'est la chance d'écrire, la chance d'être romancier, c'est de pouvoir se déplacer pour pouvoir découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas nécessairement, et puis pouvoir écrire à travers des rencontres qu'on fait sur place, et puis des découvertes qu'on fait aussi en visitant ces régions. Donc ça m'a donné l'occasion d'aller visiter Cluny. Donc en fait le parti pris il était très simple, c'était pour écrire ce roman, je me suis dit je ne vais pas écrire sur quelque chose que je connais, je ne vais pas écrire sur une région que je connais, je n'ai pas choisi la région d'où je suis moi-même issu. Mon père est corrézien et ma mère est pied-noir d'Algérie, donc je me suis dit je ne vais pas écrire sur ces régions-là. Mais je vais prendre une région que je ne connaissais pas, et j'ai pris la Bourgogne, parce que comme la plupart d'entre nous, bonjour Rime, j'y passais en allant en vacances. Et puis je me suis dit un jour, voilà une belle région française sur laquelle on pourrait tout à fait écrire une trame romanesque qui se situe donc à la veille de la première croisade. Donc j'ai fait des recherches sur l'abbaye de Cluny. Donc Cluny qui, à ce moment-là, en fait, est l'institution la plus importante au niveau de la chrétienté, puisque c'est avec le pape de l'époque, le pape de la première croisade, s'appelle Urbain II, donc il est de la région de Clermont-Ferrand, et lui-même était clunisien.
Et en fait, il a été grand prieur de Cluny. Ensuite, comme la plupart des grands notables clunisiens qui avaient une fonction ecclésiastique importante, bah, il est devenu pape. Et donc du coup, donc c'était avant lui il y avait Grégoire VII. Et donc ces papes-là, en fait, ont été vraiment des gens illustres qui ont joué un rôle important dans la chrétienté en France. Et donc du coup, salut Geneviève, bienvenue, partie des personnels importants sur Facebook. Bonsoir. Et donc en fait, donc en allant en Cluny, bah, l'intrigue est venue comme ça, peu à peu, en visitant les églises de la région, puis aussi les lieux importants de la région, notamment la forteresse de Berzé, qui est une forteresse de défense de Cluny. Donc je me suis inspiré directement pour le château de Saint-Germain. Alors le château de Saint-Germain dans l'intrigue, hein, sans dévoiler l'intrigue évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est le château du père d'Alix, Alix étant la protagoniste principale. Premier rôle féminin, on pourrait dire, dans le cinéma. Et en fait, c'est son père qui est le seigneur de Saint-Germain. Et en fait, je me suis inspiré du château de Berzé, qui existe, qui est à quelques kilomètres de Cluny. Et à l'époque de Cluny, c'était le château qui défendait l'accès de l'abbaye de Cluny. Voilà. Alors, je continue à lire vos commentaires. Bonjour. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, Laure nous demande, je me demande toujours comment un écrivain de roman historique procède. Alors, oui, effectivement, c'est un savant mélange entre la fiction, entre les personnages et l'intrigue. Donc moi, en fait, pour écrire Les Étoiles d'Orion et pour écrire la suite, puisque je suis en train d'écrire la suite, parce que j'ai beaucoup de gens en fait, qui me demandent d'écrire la suite maintenant. Donc pour procéder, en fait, j'essaie de construire quatre axes. Donc le premier axe, c'est l'axe historique, donc on en a parlé, qui repose énormément sur la documentation qu'on peut faire en allant sur place. Donc ça, c'est très important. Et rencontrer les gens aussi, parler avec eux, faire des interviews, de façon à avoir un maximum de choses. Donc, premier axe pour moi, c'est l'axe historique. Le deuxième axe, c'est évidemment la partie régionale, qui est très importante, parce que je me suis aperçu, en fait, et notamment par rapport à Cluny, qu'il y avait énormément de gens qui connaissent la Bourgogne, parce qu'ils y vont en vacances, parce qu'ils ont des attaches familiales là-bas, parce qu'ils ont un point d'intérêt avec Cluny, avec Mâcon, avec la Roche de Solutré. Et du coup, bah, ça fait énormément de gens qui ont... je crois que mes premiers lecteurs, ça a été les gens de Bourgogne. Et je reçois énormément de commentaires sur ma page Facebook de gens qui l'ont lu parce qu'ils connaissaient Cluny, parce qu'ils avaient visité l'abbaye. Et c'est très important cet axe régional, à tel point d'ailleurs que maintenant à Mâcon, bah, j'ai fait pas mal de dédicaces. La première grosse dédicace que j'ai faite, c'était au Cultura de Mâcon. Ce jour-là, j'en ai dédicacé plus de 30. Donc ce qui est énorme hein, pour un primo-romancier qui n'est pas du tout connu comme moi. Cluny, l'abbaye de Cluny, donc qui dépend du ministère de la Culture, a référencé son livre dans la librairie. Donc aujourd'hui, bah, tous les gens qui visitent l'abbaye peuvent acheter mon bouquin. Donc pour moi, c'est vraiment énorme. Je ne pensais pas avoir une telle reconnaissance aussi vite du travail historique qui a été fait. Il y a des historiens qui l'ont lu, qui m'ont dit que vraiment le travail que j'avais fait était bien, d'un point de vue documentation, que c'était conforme à la vie de l'époque, et que le mélange que j'avais fait entre la partie historique et la partie fiction était bien aussi. Donc bah, moi j'en suis vraiment ravi, parce que ça prouve que bah, ça plaît. Donc il y a l'axe historique, il y a l'axe régional, évidemment après il y a l'axe romanesque, donc le but c'était de trouver des personnages qui facilitaient l'identification du plus grand nombre. Donc là c'est pas compliqué, hein. J'ai pris le jeune de 17 ans, donc Joachim qui est le héros principal de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il a 17 ans, il est issu de la lignée des comtes de Toulouse. Au XIe siècle, donc en 1095, on est dans la France des comtés et des duchés. Le royaume de France n'existe pas encore, on parle du royaume des Francs, on parle de Francie, et à l'époque, le comte de Toulouse, il a plus de pouvoir que le roi de France. Donc il règne sur un comté qui est immense. Raymond IV de Toulouse, donc dans le roman, c'est grosso modo l'oncle de Joachim.
Le père de Joachim est mort pendant la Reconquista, donc son père c'était un chevalier franc. Et à l'époque, en fait, avant la croisade qui a eu pour but de libérer Jérusalem, hein, mais c'est 4 ans plus tard, ça sera en 1099 que la première croisade arrivera à Jérusalem et libérera la ville sainte pour en faire une ville chrétienne, parce qu'à l'époque, c'est les Turcs qui y sont. Et bien avant ça, les Francs, ils aidaient la Reconquista, donc le roi Alphonse VI en Espagne, et la Reconquista a duré très très longtemps. En fait, le père de Joachim est mort pendant la Reconquista, et pour, sa famille de Toulouse donc l'a donné à l'abbaye de Cluny. C'est ce qu'on appelle un oblat. Donc un oblat, c'est un noble qui va être donné à l'abbaye pour y faire une carrière ecclésiastique. Et ça, lui, grosso modo, ça le déplaît. Donc d'abord, il est donné à 11 ans. Donc à 11 ans, il va être séparé de sa famille. Il va arriver dans un univers qu'il ne connaît pas. La vie des moines de l'époque, elle est très dure, hein, puisque en fait, c'est la ronde des offices. Il y a 7 ou 8 offices par jour. Et en fait, ces gens-là passaient leur temps à prier pour le salut des hommes. On est dans un siècle, qui est un siècle religieux, hein, le XIe siècle, selon... je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le moine Raoul Glaber. Raoul Glaber, c'est le moine du millénaire, de l'an 1000, qui disait c'est l'époque où la chrétienté se couvrait d'une blanche robe d'église. C'est l'époque où on a construit le plus d'églises. Et l'abbaye de Cluny, donc ce que les historiens appellent Cluny III, aujourd'hui, ça a été pendant très longtemps la première église de la chrétienté en termes de grandeur, en termes d'importance, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome en 1506. Cluny III, c'était un truc qui était absolument énorme, qui faisait 180 mètres de long, 90 mètres de haut. C'est le summum de l'art roman. Et c'est d'ailleurs une église qui va préfigurer les grandes cathédrales gothiques qui vont être construites par la suite au XIIIe siècle, au XIVe siècle, notamment Notre-Dame de Paris, et jusqu'à 1506, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, ça sera l'église la plus importante de la chrétienté. Alors, je réponds aux questions au fur et à mesure. Donc, Geneviève, non, j'ai pas fait d'études d'histoire, j'ai fait des études de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce, et comme je le disais en préambule pour ceux qui n'étaient pas là, donc je suis consultant en nouvelles technologies. Donc en fait, la partie roman, moi c'est plus un hobby, c'est plus une passion. Donc j'écris en plus de mon travail. Donc c'est pour ça que je mets énormément de temps à écrire. Et que les Étoiles d'Orion, pour ceux qui l'ont pas entendu, j'ai mis 8 ans à l'écrire. Voilà. Alors, pour vous dire aussi comment ça se passe, alors au niveau du plan d'écriture, oui, alors je pense que mes personnages sont assez bien définis. Alors, vous êtes peut-être prétentieux, mais c'est en tout cas les retours qu'on m'a fait, c'était que les personnages étaient attachants et bien dessinés, et notamment les principaux, donc notamment Joachim, notamment Odon, qui est le prieur de Beaulieu, qui est un personnage fictif. Donc en fait, j'ai mélangé aussi les personnages fictifs avec les personnages historiques. Donc, les personnages historiques jouent un rôle faible dans l'histoire, mais le but justement d'un roman historique, c'est de pouvoir mélanger des faits qui sont avérés, donc la grande histoire, avec des faits qui sont romancés. Bonsoir Corinne, merci de nous rejoindre. Donc pour poursuivre sur les 4 axes du roman, j'ai mélangé aussi à la trame régionale, historique, et donc à ces personnages fictifs, un axe ésotérique, donc, qui est assez fort dans les Étoiles d'Orion, même si j'essaie de maintenir un équilibre un petit peu entre tous ces axes. Donc l'axe ésotérique, il apparaît pas tout de suite, mais au bout de la 100e page environ, pour ceux qui n'ont pas lu. Et en fait, le protagoniste principal va faire ce qu'on appelle une EMI, c'est-à-dire c'est une expérience, hors du corps. Donc c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Donc en fait, il va faire ce qu'on appelle un dédoublement. Et c'est dans cet état de dédoublement, on appelle ça aussi voyage astral. On retrouve ça un peu dans les traditions du livre des morts égyptien, on trouve ça dans les traditions chrétiennes aussi, puisque il y a un historien qui s'appelle Grégoire de Tours, au VIe siècle, qui en a parlé. On trouve ça dans le livre des morts tibétain. Et puis, en France, évidemment, avec les progrès de la médecine, depuis qu'on pratique le massage cardiaque, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, faisaient ces expériences, notamment suite à des graves chocs au niveau de la tête, se retrouver en fait en état de voyage astral
et voyaient leur corps physique. Et donc en fait c'est ce qui va arriver à mon héros, donc mon moine de 17 ans. Il va être frappé à la tête par un autre moine novice, et donc du coup, suite à ce choc, il va se retrouver en état de dédoublement, et c'est dans ces circonstances troubles qu'il va faire la connaissance d'Alice de Saint-Germain, qui est la fille du seigneur voisin de Saint-Germain, donc le seigneur qui défend l'abbaye de Cluny. Et elle est dans le coma aussi, parce qu'elle elle a été victime d'un accident de chasse, ils vont se rencontrer comme ça. J'en dirai pas plus sur l'intrigue, mais évidemment il va y avoir une petite romance, une petite intrigue amoureuse qui va se lier. Et ensuite, la trame principale du roman, ça sera alors je réponds à la question de Corinne qui vient de nous rejoindre. Bonjour Corinne. Donc la trame principale du roman, c'est, comment dire, la trame politique du roman, c'est la préparation de la première croisade. Comment est-ce que l'abbaye de Cluny, en 1095, donc 4 ans avant la prise de Jérusalem par les premiers croisés chrétiens, va influer pour préparer la première croisade. Et donc, grosso modo, la thèse, elle est très simple. À l'époque, le royaume des Francs, ce sont des comtés et des duchés qui vont s'affronter pour quelques arpents de terre et de ville, comme je dis dans le livre. Il n'y a pas d'unité politique dans le royaume des Francs. Il y a un roi de France que personne ne connaît, qui s'appelle Philippe Ier à l'époque, donc qui est absolument insignifiant. Le royaume des Francs, c'est Paris, c'est l'Orléanais, c'est un petit peu la vallée de Montmorency, mais ça ne dépasse pas ça. Et les comtes et les ducs, notamment Raymond IV de Toulouse, qui est donc l'oncle de Joachim, mon héros, il est plus puissant que le roi de France. Et donc ces gens-là, en fait, donc les Clunisiens, et Urbain II, donc, qui est un pape clunisien à l'époque, donc c'est le pape de la première croisade, ils vont faire en sorte que nos seigneurs francs, nos comtes et nos ducs vont cesser de s'affronter et vont les envoyer libérer Jérusalem. Donc le but de la première croisade, ça sera de répondre à l'appel du basileus de Constantinople à l'époque, qui s'appelle Alexis Comnène, qui va appeler le pape parce que lui, son empire est morcelé et attaqué par les Turcs, donc les Turcs séljoukides. Et le but de la première croisade, ça sera d'aller aider les chrétiens d'Orient à préserver leur empire contre ces Turcs. Voilà. Et donc, le but politique de la croisade, ça sera justement de pouvoir faire en sorte de pouvoir aider, Constantinople à ne pas être envahi par les Turcs. Évidemment, ils vont aller aider Alexis Comnène, mais ils en vont en profiter pour prendre Jérusalem et établir là-bas les premiers États croisés qui vont rester pendant 300 ans, avant que finalement les croisés eux-mêmes soient chassés. Alors, question de Geneviève, Odon est-il un personnage qui te ressemble? Alors, oui et non. Je pense qu'en fait, dans la ribambelle de personnages qu'il y a dans le roman, en fait, je suis un petit peu tous les personnages. Je suis un petit peu Joachim, je suis un petit peu Odon, je suis un petit peu Orderic. Orderic, c'est le grand prieur de Cluny, c'est le personnage politique du roman, qui lui, justement, va faire en sorte de faire un complot, en fait, pour inciter les moines de Beaulieu, qui est le prieuré voisin, qui sont les moines chasseurs de manuscrits, à se mettre au service de la croisade, justement. Voilà, je ne veux pas trop dévoiler l'histoire, mais donc pour te répondre, Geneviève, je ne suis pas un personnage, je suis un peu tous les personnages à la fois. Voilà. Juste pour continuer sur le roman, donc voilà, d'abord je suis très très surpris moi, de voir que la mayonnaise prend à ce point-là. Alors j'ai eu une bonne idée parce qu'au départ je pensais que j'allais pouvoir facilement proposer le roman à mes amis simplement, puis à ma famille. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois qu'il est beaucoup lu. Donc je l'ai mis en gratuité sur Amazon pendant la période du confinement. Donc en principe, en numérique, il vaut 3 €. Et puis je l'ai mis gratuit là, pendant 2 mois et demi. Et puis en fait, les téléchargements se sont complètement explosés. Je crois que j'en avais vendu à peu près 500 ou 600 depuis septembre, donc c'était pas mal, j'étais content. Et là, je suis passé à 3000 d'un coup. Et en fait, je m'aperçois qu'il a été beaucoup lu pendant la période du confinement, donc je pense que ça a été une bonne idée, parce que du coup, je me retrouve avec énormément de lecteurs qui le lisent,
pour l'intérêt régional, pour l'intérêt ésotérique, pour l'intérêt historique. Et ben, j'en suis le premier avis parce que du coup, ça me permet de continuer et puis de travailler sur la suite. Alors avant de vous parler de la suite que je suis en train d'écrire, je voulais d'abord remercier tous les gens qui m'ont aidé dans ce livre. Alors vous voyez que la couverture, elle plaît beaucoup. Donc je voulais d'abord remercier Jean-Baptiste Fenman, qui est un photographe du ciel, qui tient le blog Cielmania, de m'avoir autorisé à utiliser cette photo parce que c'est une vraie photo. Donc à la base, elle n'est pas bleutée, c'est un ciel orangé, mais c'est une église de Bourgogne qui est représentée, et on voit bien la constellation d'Orion. Après, j'ai été aidé par mon designer, avec qui je travaille au quotidien sur les applications mobiles santé que je fais, qui s'appelle Vincent Bernet, c'est lui qui a fait la maquette. Et puis j'ai été aidé aussi beaucoup par une personne que je tiens à citer, qui s'appelle Sophie Ruot, qui est correctrice et qui a corrigé en fait le livre, puisque évidemment en tant que primo-romancier, je ne suis pas un professionnel, donc je n'avais pas d'équipe, donc j'ai tout fait tout seul. Je me suis fait aider évidemment par les gens de ma famille qui m'ont aidé à le corriger, à le relire, à le relire. La plupart des phrases, je crois que le roman il fait 400 pages environ. J'ai dû tout réécrire 10 fois dans l'espace de 2 ans pour que ça tienne la route au niveau du style. Et puis finalement, je me suis aperçu que le style n'était pas trop moche, puisqu'il y a pas mal de gens qui me disent bah non, finalement c'est fluide, c'est bien écrit. En tout cas, il y a des gens qui le lisent en 2 jours, en 3 jours, 400 pages. Donc ça prouve qu'ils n'ont pas été trop heurtés par le style que je trouvais un peu spartiate au départ. Voilà, donc Geneviève me dit, il serait rare qu'un roman historique soit fond de religion, autant tu sais. Si, alors il y a beaucoup de romans qui ont beaucoup de succès. On peut prendre les romans historiques avec de la religion dedans, on en trouve pas mal. Notamment, il y a toute la série des Violette Cabezos et Frédéric Lenoir, notamment sur celui sur le Mont-Saint-Michel. Il y en a un autre aussi, la suite qui se passe à Vézelay, qui est pas mal. Donc on mélange vraiment à la fois de l'histoire, avec de l'histoire de la religion, avec de la spiritualité. Donc je suis assez proche de cet univers-là. Les Piliers de la Terre, je suis assez proche aussi, même s'il n'y a pas la partie ésotérique dans les Piliers de la Terre comme on la retrouve chez moi. Mais bon, en tout cas, bon, pour moi c'est un genre qui fonctionne bien, qui marche bien. Alors peut-être aussi pour répondre aux questions qui me sont posées, pourquoi les Étoiles d'Orion? Je pense qu'il y a 2 écoles en fait. Il y a 2 écoles. Il y a pour les romanciers français, en fait, il y en a beaucoup qui écrivent parce qu'ils ont beaucoup lu. Et puis les Américains parce qu'ils ont beaucoup vécu. Moi, je suis un petit peu entre les deux. C'est-à-dire j'ai un petit peu lu et puis j'ai un petit peu vécu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui écrivent dès qu'ils ont 20, 25 ans, 30 ans. Pour eux, c'est une vocation. Ils sont nés pour ça. Moi, je ne peux pas dire ça, parce que j'ai commencé sur le tard. Aujourd'hui, c'est une passion, comme je le disais, mais à 50 ans, évidemment, on a un peu plus d'expérience qu'à 20 ou 25 ans. On s'est un peu heurté à l'existence. Moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait sur ma présentation tout à l'heure, mais bon, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai été prof, j'ai fait beaucoup de commerce, beaucoup de marketing, puis beaucoup d'expériences, de voyages notamment. J'ai vécu dans pas mal de pays. Je ne vais pas les citer tous, mais j'ai vécu en Belgique pendant 3 ans, j'ai vécu en Espagne pendant plus d'1 an. À un moment donné, j'étais attaché de production sur des productions de pièces de théâtre, de films. Donc ça m'a amené à beaucoup voyager, à rencontrer beaucoup de gens d'horizons divers et variés, avec beaucoup d'allers-retours, etc. Donc c'était voilà, c'est un peu la somme de toutes mes expériences, toutes mes rencontres que j'ai voulu mettre dans ce roman aussi. Et il se trouve que voilà, ce chapelet de personnages pittoresques, il n'y a pas que des moines, il y a beaucoup d'autres. Donc ça, je vous laisserai découvrir le roman pour les apprécier. Mais voilà. Salut Hervé, bienvenue. Alors Hervé, c'est un inconditionnel qu'il n'a pas encore lu, mais qui œuvre beaucoup pour les partages. Alors j'espère que tu l'as reçu, Hervé, le roman, et que tu vas pouvoir enfin le lire. Voilà. Alors je voulais remercier aussi beaucoup tous ceux qui me soutiennent
sur Facebook. Alors j'ai quelques inconditionnels qui sont là sans arrêt, donc ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu. Alors merci pour les petits cœurs aussi que je vois passer, c'est trop sympa. Alors, Christine, où en êtes-vous de l'écriture de la suite? Alors, effectivement, on peut en parler un petit peu. Alors, dans les Étoiles d'Orion, volontairement, il y avait des intrigues principales et des intrigues secondaires. Donc, évidemment, en homme de marketing, je me suis dit, je vais faire aboutir les intrigues principales. Et comme j'avais déjà dans l'idée de faire une suite, je me suis dit, et les intrigues secondaires, je vais les laisser en plan, de façon à susciter l'intérêt des futurs lecteurs pour la suite. Et effectivement, ça marche, puisqu'aujourd'hui, tous les gens c'est quasiment systématique, tous les gens qui me font des commentaires sur Amazon, sur Babelio, à la FNAC, et sur Librinova aussi, qui est le site de l'éditeur, me demandent une suite. Donc je suis en train de travailler dessus, et sur les intrigues secondaires que j'ai volontairement laissées en plan, en fait, ça va se résoudre dans la suite. Donc là aujourd'hui, mes personnages ont laissé le comté de Mâcon où se passait l'intégralité de l'intrigue, puisque dans les Étoiles d'Orion, on navigue en fait entre Beaulieu, qui est le monastère de tutelle de Cluny, l'abbaye de Cluny où se passe la majorité de l'intrigue, la Roche de Solitré, qui est un endroit symbolique très fort dans le roman, et puis la ville de Mâcon. Donc ils laissent le comté de Mâcon pour partir. Donc là où j'en suis en ce moment, ils sont en pleine mer. Puisqu'en fait ils sont sur un bateau, ils vont vers Pise, en fait ensuite ils vont partir en Orient. Donc la majeure partie du tome 2, ça va se passer autour de la Méditerranée. Donc pour le moment, d'ailleurs je pense certainement l'appeler Mare Nostrum. Mare Nostrum, donc en latin, c'est notre mer. C'est comme ça que les Romains, qui ont été les premiers à coloniser la Méditerranée, en faire un empire, l'appelaient à l'époque. Et alors, d'abord plusieurs choses. D'abord, il y a le fameux manuscrit. Vous savez que dans le 1, en fait, ils sont à la recherche d'un manuscrit grec ancien. Donc c'est... je réponds à la question après. Donc en fait, la Méditerranée va jouer un rôle important. Il se lance à la poursuite du manuscrit d'Agatharchique de Cnide. Donc j'en dis pas plus sur la question, il faudra le lire pour savoir pourquoi. Mais grosso modo, ils vont partir également à Constantinople. Bon, en fait, ça sera Pise, Rome, Constantinople, et après toute la route de la première croisade jusqu'à Jérusalem. Alors je prends les autres questions. Annick, vos racines corréziennes, donc d'Aquitaine, ont-elles aussi joué un rôle dans le choix d'un roman historique? Oui. Effectivement, alors, la Corrèze c'est la région de mon père, donc j'y ai passé quelques vacances, et une région que j'adore, que je retrouve avec plaisir, qui me rappelait aussi la Bourgogne, mais que je connaissais peut-être trop. Il y a une autre région aussi en France avec laquelle je suis vraiment en éducation, c'est la région de Poitiers. J'ai passé beaucoup de vacances, c'est une région que je connais bien, alors ils sont célèbres aussi pour l'art roman, parce qu'il y a beaucoup à la fois d'églises abbatiales, de cathédrales, etc. Dans le Poitou et en Corrèze. Mais j'ai choisi la Bourgogne parce que je voulais partir d'un regard neuf, et ça m'a permis vraiment de découvrir une région. Mais oui, effectivement, on n'échappe pas à ses racines. Et donc c'était important de pouvoir parler de ça. Oui, Hervé, écoute, moi aussi, j'espère que tu pourras le recevoir. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas lu et qui voudraient le lire, sur la page Facebook, je fais beaucoup de posts, en fait, qui sont dans le contexte d'écriture du roman. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai fait beaucoup de documentation, je me sers de la page Facebook, donc ça s'appelle les Étoiles d'Orion, tout simplement, pour faire des posts sur les à côté du roman. Et j'aborde des questions en fait qui ne sont pas directement dans le roman, mais pour expliquer un petit peu comment c'est vu. Donc là par exemple, je viens de faire un post sur Mathilde de Toscane, qui est un personnage incroyable, donc on va retrouver dans le tome 2.
Mathilde de Toscane, donc elle est contemporaine de cette époque, puisqu'en 1095 elle a 50 ans. On l'appelle la comtesse combattante. Et ça prouve à quel point les femmes avaient une importance vraiment primordiale au Moyen-Âge. On pense souvent que le Moyen-Âge c'était un siècle d'hommes, pas du tout. On retrouve au Moyen-Âge et surtout en 1095 et après au XIIe siècle des figures invraisemblables. Alors on va citer Aliénor d'Aquitaine, on peut citer aussi au niveau clérical Hildegarde de Bingen, qui a été abbesse clunisienne d'un monastère à seulement 37 ans. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui étaient abbés à 37 ans à ce moment-là. Donc Mathilde de Toscane, on l'appelle aussi Mathilde de Canossa, c'était une fille qui est à la tête d'armée, qui a été libérée de Rome, qui a été chassée l'antipape Clément de Rome à ce moment-là, pour remettre le pape de l'époque. Donc c'était un dessin incroyable, et celle-là on va la retrouver dans le tome 2. Voilà. Alors, tu prévois l'apparition du tome 2 à quelle période? Alors bonne question, j'ai mis tellement de temps pour écrire le 1 à venir au bout du 1 que le tome 2 j'espère aller plus vite. Et puis aujourd'hui je me suis un peu plus familiarisé avec l'écriture rapide. Et puis maintenant je sais que je dois m'entourer de professionnels pour accélérer les choses, notamment en termes de correction. Et ce que a fait Sophie aujourd'hui, Ruo, sur le premier, elle pourra certainement le refaire sur le second. Donc là, je m'astreins vraiment à aller vite. Honnêtement, ça ne sera pas avant la fin de l'année, puisque écrire un roman, à moins de le faire de façon professionnelle, de lâcher mon boulot et de faire que de ça, je ne peux pas le sortir avant la fin de l'année. Donc j'espère, fin décembre, début 2021 pour le tome 2. Alors non, je n'ai pas créé de micro-entreprise, parce qu'aujourd'hui les revenus sont marginaux. Par contre, j'ai une entreprise, puisque je suis consultant en nouvelles technologies. Donc je vends des services digitaux. Donc aujourd'hui, je suis gérant de ma SARL. Donc je suis rompu à la gestion de société. Et d'ailleurs, je me demande si, et ça c'est souvent une question qu'on se pose, nous les romanciers amateurs, d'un point de vue juridique, si je ne vais pas faire une extension d'activité de ma société, de façon à pouvoir publier mes romans en profitant du statut que j'ai déjà. C'est une extension de statut, je suis en train de réfléchir à mon expert comptable, de façon à ne pas avoir une double vie. C'est déjà assez compliqué de gérer une société au day-to-day, sans en plus avoir une micro-entreprise en tant qu'auteur. Donc je pense que je vais plutôt bénéficier de cette piste-là et faire en sorte de pouvoir avoir une sorte de double statut dans ma société actuelle. Cherches-tu une ME pour t'entourer de professionnels? Alors, maison d'édition. Oui, alors, maison d'édition, en fait, comme tout le monde au départ, j'ai envoyé mon manuscrit, donc je faisais mes petites photocopies, donc un travail de titan, pour tous ceux qui sont passés par là. Donc j'ai commencé à prospecter les grandes maisons d'édition en pensant que tout le monde m'attendait et que tout le monde allait me lire avec plaisir. Mais après une dizaine d'envois une dizaine de retours, alors évidemment j'ai pris la lettre type, votre roman ne correspond pas à notre ligne éditoriale, merci d'avoir pensé à nous. Et puis mon manuscrit revenait, il n'avait pas été ouvert en fait. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de persévérer. Salut Sophie, bienvenue. J'ai chanté tes louanges Sophie, donc j'espère vraiment que tu pourras réécouter. Donc juste pour répondre à la question d'avant, oui, je n'ai pas aujourd'hui de maison d'édition. Donc comme tout le monde, j'ai fait la démarche d'essayer de trouver un éditeur français national, et je me suis aperçu que ce n'était pas possible, parce que quand tu n'es pas connu, quand tu n'as jamais rien écrit et que personne t'attend, en France aujourd'hui tu ne peux pas être édité, c'est pas possible. Ou alors, ça arrive quand même à des gens, mais je pense qu'il faut quand même avoir un sacré coup de chance que moi j'ai pas eu, et je me retrouve tout à fait aujourd'hui dans l'auto-édition. Je trouve ça génial, parce qu'on est libre, parce que mon bouquin, tout ce que j'ai écrit m'appartient, et puis j'espère que ça continuera à marcher, comme ça marche aujourd'hui, parce que je vous dis, il va y avoir plus de 2500 personnes qui ont téléchargé le bouquin ou qui l'ont lu. Pour quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce milieu-là, c'est aujourd'hui incroyable, quoi. Donc j'espère que ça continuera comme ça.
et j'espère aussi qu'on pourra tout à fait continuer à développer ce modèle-là. Moi, je viens du numérique, donc je suis tout à fait conscient que aujourd'hui, le monde de l'édition, il est en train de muter tout à fait. Et puis des boîtes comme Librinova, hein, qui pour moi sont tout à fait satisfaisantes dans leur façon de travailler, l'ont bien compris. Après, si ça débouche, hein, si demain on me demande d'être édité chez, pourquoi pas, un grand du roman historique, pourquoi pas. Mais en attendant, bah, le fait de pouvoir être en auto-édition, moi ça me semble très bien. Et continuer comme ça ne me pose aucun souci. Parce que le but c'est de s'amuser et d'en éprouver du plaisir. Et puis de continuer aussi à rencontrer des gens. Voilà. Moi ça m'empêche pas, l'auto-édition ne m'empêche pas de faire des dédicaces, d'aller chez Cultura, de faire des salons. Je suis vendu par la Big Cluny. Je vais être vendu, je suis dans des librairies incroyables, comme le Cadran Lunaire à Mâcon, par exemple, qui est la librairie du centre-ville. Ils ont mon bouquin aujourd'hui. Bon, donc, voilà, je vais faire des salons, je me balade partout en France pour parler de mon livre. Bon, j'ai envie que ça continue comme ça. Donc voilà. Alors, Dominique me demande comment avez-vous géré votre promotion pour avoir autant de ventes. Et bien, comme je le disais, d'abord j'ai une page Facebook qui marche très bien, j'en suis à 1000 followers aujourd'hui, donc en l'espace de 5 mois, là, donc c'est incroyable. Donc je fais un peu de promo Facebook aussi, parce que moi je vous l'ai dit, hein, je suis ancien directeur commercial, donc je sais que pour moi la limite le plus dur c'était d'écrire le bouquin. Après le promouvoir ça ne me pose pas de problème parce que c'était un peu mon métier. Donc je fais un peu de promo Facebook. Aujourd'hui on a des outils digitaux qui sont absolument incroyables. Donc la pub Facebook me ramène sans arrêt des lecteurs et puis incite les gens à cliquer sur le lien Amazon pour acheter. Et puis une fois que vous êtes dans les classements Amazon, là en mettant le livre en gratuit, et vraiment c'est un conseil que je donne à tous les primo-romanciers, plutôt que de vendre votre livre 4, 5, 6 euros, mettez-le en gratuit pendant 2 mois, ben vous allez voir vos téléchargements, puisque là on n'est plus dans des ventes, vous allez voir vos téléchargements exploser. Et moi, mon livre, il s'est retrouvé premier des romans historiques sur Amazon pendant un mois. Alors, téléchargement gratuit, mais vous voyez votre nom à côté de Alexandre Dumas, Victor Hugo, donc c'est incroyable. Et donc, du coup, les algorithmes Facebook après se mettent à travailler. Et puis, du coup, après, je l'ai repassé en payant il y a 3 semaines maintenant, parce qu'il a été gratuit jusqu'au 28 avril. Et puis après, il continue à bien se positionner. Je suis toujours dans les payants maintenant, entre la 150e et la 200e place des ventes sur Amazon. Donc, du coup, voilà. Pourquoi ne pas continuer comme ça? Salut Sophie. Merci de regarder. Geneviève me demande si je viendrais à Marseille pour le salon des auto-édités. Alors, en fait, j'avais énormément de rendez-vous qui étaient prévus, qui se sont annulés du fait du confinement. Donc, en principe, en septembre, je serai à Besançon. Il y a un gros salon là-bas. Écoute, pourquoi pas. En octobre, je sais que je fais le salon de Cluny le 24 et 25. Et Cluny, alors, ils m'attendent avec impatience, donc je vais plutôt aller à Cluny, puisque ça, mon roman se passe là-bas. Mais pourquoi pas Marseille? Et je crois que d'ailleurs, on est sur un blog où la ville de Marseille a une importance importante, donc pourquoi pas. Ouais, après des périodes de 5 jours, comment tu fais pour avoir 2 mois? Alors, je ne vois pas de quoi tu parles, Laure, quand tu me demandes ça. En fait, ce que je disais en disant 2 mois, c'est que pendant 2 mois, mon roman, il a été entre la première et la 5e place des ventes de romans historiques gratuits. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Peut-être que tu as mal compris, mais c'est ça que j'ai dit pour autre chose. Christine ira à Cluny en octobre, alors je crois que c'est le 24-25 de mémoire, salon du livre. Merci Pascal qui nous dit qu'il a adoré le livre. Écoute, tant mieux. Tant mieux. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, au niveau de la promotion aussi, il y a quelque chose, et je vais remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé dans la promotion, puisque je suis parti de zéro. Donc, j'ai commencé à regarder qui faisait quoi dans ce milieu de l'édition, et j'ai vu qu'il y avait des blogueurs qui étaient très influents. Donc, évidemment, je leur ai proposé de chroniquer mon livre. Et on a commencé comme ça avec, alors notamment
Il y a Sophie Ruot qui est là, qui m'a chroniqué. Donc non seulement elle a corrigé le livre, elle est pro là-dedans, donc elle a donné un gros coup de pouce à la qualité éditoriale du bouquin, mais aussi elle l'a chroniqué. Son blog c'est Belle Time Liée en secret, donc je vous invite à y aller parce qu'elle fait des critiques de bouquins qui sont vraiment super. Je vais aussi remercier Geneviève, qui est une de mes plus fidèles supportrices, puisqu'elle n'arrête pas de relayer mes posts, donc c'est génial. Merci Geneviève, vraiment ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 30 ou 40 ans, alors qu'on ne s'est jamais vu. Donc vraiment Geneviève, merci, je t'embrasse. Il y a Aurore également, Aurore au Pays des Livres, qui a chroniqué le livre. J'ai également Céline de Saint-Charles, qui l'a chroniqué. J'ai Florence Junio, qui m'a fait une super chronique aussi, merci Florence. Récemment, c'est les Miss Chocolatine Bouquin qui l'ont chroniqué. Donc voilà, de fil en aiguille, comme ça, le bouquin est repris par des gens, et puis qui en disent du bien. Donc ça crée une espèce de bouche à oreille naturelle, et puis c'est comme ça qu'on arrive à se faire une notoriété sur Facebook et sur Amazon. Et pour un primo-romancier, c'est parfait. Alors Rim, comment peux-tu mettre ton livre gratuitement pendant 2 mois? Ah d'accord, ok. Il est resté en gratuit. En fait, moi je le mets en gratuit via LibriNova. Donc en fait, quand tu es auto-édité chez LibriNova, tu as une option qui te permet de mettre ton livre en gratuité. Et tu peux le mettre autant de temps que tu veux. Et ensuite, chez Amazon, il reste en gratuit autant de temps que ça. Oui, merci Florian. Si tu veux me faire aussi une chronique, ça sera avec plaisir. Lorenza, oui. Alors moi je ne suis pas sur le programme KDP Select, effectivement. Moi je suis passé par via LibriNova. Et honnêtement, enfin je ne veux pas leur faire de la pub, ils n'ont pas besoin de moi. Puis ils ont beaucoup de gens aujourd'hui, mais pour moi c'est vraiment la plateforme d'auto-édition la plus aboutie, certainement avec Amazon. Et ça n'empêche pas, LibriNova n'empêche pas d'être très bien classé sur Amazon, et on peut mettre son livre en gratuit, faire les promotions, suivre sa vente. Et moi tous les jours je regarde où j'en suis sur LibriNova au niveau des ventes, et c'est comme ça que je vois que avec un tout petit peu de pub sur Facebook, j'arrive quand même à des fois à en vendre 4-5 par jour, quoi. Donc c'est, pour quelqu'un qui n'est pas connu, c'est énorme, quoi. Voilà, donc je crois que j'ai remercié tous les gens que je voulais remercier. Philippe, bonjour. Oui, il y a des bonnes raisons d'être chez LibriNova. Alors voilà, Philippe aussi, qui a un excellent bouquin, c'est arrivé en avril, qui vient de passer, je crois, la barre des 1000 ventes. Donc justement, il pourra nous dire un petit peu la suite de l'aventure, parce qu'ils ont un programme agent littéraire chez LibriNova. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint les 1000 ventes, moi j'en suis à 2500 ou 3000 maintenant téléchargements, et comme le bouquin est gratuit, ça compte pas vraiment. Et en termes de vente, je dois en être à 500-600 maintenant. Donc je devrais atteindre les 1000 ventes. Et donc à ce moment-là, LibriNova en fait propose un programme agent littéraire, de façon à justement, ils mettent leur carnet de contact à profit pour vous aider à trouver un éditeur. Voilà. Encore une fois, c'est pas une fin en soi pour moi. Si ça peut continuer comme ça, je préfère rester maître de mes propres œuvres, et c'est finalement pas plus mal pour quelqu'un qui a un peu l'habitude de gérer une société, qui le commerce, la promotion ne fait pas peur. Encore une fois, pour moi, le paradoxe, c'est que c'est le plus dur, c'était d'écrire le bouquin. Après, le vendre, le mettre en avant, en parler, ça me pose aucun souci, donc voilà. Ouais, avec plaisir, avec plaisir, Philippe. Ok Geneviève, écoute, merci en tout cas d'avoir été là, et puis à très bientôt. Voilà, donc je ne sais pas Florian, si est-ce que vous avez d'autres questions? Il est 18h50, donc ça fait 50 minutes que je parle maintenant. Donc j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis pour ceux qui n'ont pas lu Les Étoiles d'Orion, évidemment, vous donner envie de le découvrir, de le lire, de découvrir cette magnifique région qu'est la Bourgogne Sud, la Roche de Solutré, l'abbaye de Cluny, même si aujourd'hui il ne reste plus grand chose, puisque ça je ne l'ai pas dit, mais si vous allez visiter l'abbaye de Cluny aujourd'hui, Cluny 3, donc ce que les archéologues appellent Cluny 3, il en reste 10% seulement. C'est-à-dire la plus grande abbaye de la chrétienté avant Saint-Pierre de Rome, aujourd'hui a été détruite complètement à la Révolution. Il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui ont subi ce problème majeur à la Révolution.
Beaucoup d'archives aussi patrimoniales ont été détruites. Beaucoup de livres ecclésiastiques, puisqu'il y avait des manuscrits énormes. Hein. Dans le scriptorium de Cluny, on avait plusieurs milliers d'ouvrages, donc quasiment tous étaient détruits aussi. C'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir cette belle région. Et puis, restez connectés sur ma page Facebook, Les Étoiles d'Orion, donc pour avoir des nouvelles du tome 2. Et comme je le disais tout à l'heure, il devrait être disponible en fin d'année, parce que je prends mon temps pour écrire, parce que c'est pas mon métier, parce que ça reste une passion, et donc il faut que je me donne le temps de faire les choses sérieusement et bien les faire. Voilà. Merci Florian, merci à tous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain live.